Gracchus raconte, présente Albert Simonin, Grisby, or not Grisby. Si toi aussi tu apprécies ces versions jactées de ce que notre gouaille populaire fit le mieux, alors abonne-toi, pose un pouce, laisse un commentaire. Et c'est quoi déjà le dernier? On s'en fout, fais comme tu sens. En tout cas, merci, bisous. Mouah. Au gros qui me demandait où on se rendait, j'avais dit rue de Courcelles, au sirop. Ce qui l'a fait se souvenir de Pascal, puis constatant l'absence de ce mec tout de suite, s'inquiéter de ce qu'il faisait. On s'était pas beaucoup vu depuis quelques heures avec Pierrot, du moins en tête à tête, et la défection de Pascal, j'avais pas encore eu le goût ni le temps de l'en affranchir. La virée que je venais de faire, il me l'aurait pas laissé entreprendre seul dans ce cas. Et il faut bien le dire, du gros, je me défiais comme de la peste dès qu'il s'agissait d'un turbin en finesse. Alors, on ne peut pas le savoir ce que fait Pascal? C'est secret? Sa susceptibilité le prenait, je l'ai pas laissé monter. Pascal est plus avec nous depuis ce soir. Plus avec nous? Avec qui il est alors? J'expliquai la chose le plus clairement possible, insistant bien sur le seul coup blanc que représentait le départ de Pascal, vu que si on perdait un homme, Raoul en paumait un également. Là, Pierrot a été plus d'accord et s'est mis à groumer. Tu veux dire que ça nous fait tout en moins à nous, tandis qu'à cette grosse lobe de Raoul, il lui reste encore quelques traits de patin pour nous faire transpirer, avant qu'il se trouve obligé de mettre lui-même le flingue à la main. C'est comme ça et on n'y peut rien. Si j'avais cru en être quitte de cette façon, je me gourais salement. Le gros a insisté. Ça m'étonne quand même, il me reprochait, qu'un homme de ta classe trouve ce qu'on voit de nos jours normal. Non seulement faut maintenant gaver de pognon à l'année les hommes de main, non seulement faut les nourrir, mais encore tu peux plus compter sur eux au moment où ils te seraient utiles. Je trouve ça un peu lobiche. Comprends les choses, j'ai fait. Il s'agit d'un cas à part. Ce mec est un vrai lion, et tu l'as vu hier soir opérer. Il peut quand même pas flinguer quelqu'un de sa famille. La famille. Tu me fais mal au noix. Tiens, je te donne pas un an avant qu'il te demande tes gardes du corps, les allocations familiales et les primes de naissance. Et puis, pourquoi aussi il te montrait pas un syndicat? Y a pas de raison. Je vois ça d'ici déjà. Les 3 chargeurs à tirer par mois, maximum, et les heures de jour comptées double. Heureusement qu'on approchait de la partie, parce que quand il partait dans le déconnage, ces zigs, c'était un vrai marathonien. Il a quand même molli en descendant, mais non sans avoir encore dit. Et nous, dis Max, nous les artisans, tant qu'on y est, qu'est-ce que tu dirais si on se mettait en cheville avec le caïd Poujade? Le coin semble calme. Pierrot alourdait sa tire et on s'est avancé. Sous le porche de la tôle déserte, rien n'apparaissait d'inquiétant. Pourtant, cette fois encore, on a gravi l'escalier à pinces. Même en tenant compte des manquants et des éclopés dans l'équipe de Raoul, en tenant compte de ceux qu'à cette heure-ci il devait avoir de préférence délégués aux trousses de Robert et de ses deux potes, suspect de s'être tiré en enfouillant nos 6 briquettes. Même en tenant compte de tout ça, on devait rester vigilant. Fred, nous reconnaissant, a ouvert rapidos. Vous tombez à pic. L'homme d'affaires est justement là, et ça va plutôt mal. C'étaient ses paroles d'accueil à ce mec dont le visage nous souriait plus comme il le faisait encore la veille, malgré le coup fourré. Pensant qu'il faisait peut-être allusion à Féfé, j'ai demandé les nouvelles. Ni mieux ni plus mal, il se trouvait le Féfé, prétendait la clinique. Fallait laisser agir le temps. Non, le souci de Fred venait d'autre chose. La partie, j'ai demandé. Ça tourne? Pas fort. Les gens bavardent entre eux de ce qu'ils se sont fait faucher, se plaignent, et pontent léger. À propos, quand vous me rendrez Florence, il me la faudrait pour en rabattre vite quelques beaux. Après ce qui s'est passé, la clientèle fraîche serait bien accueillie. Il pensait qu'à faire tourner sa baraque à plein, le Fred. Ou bien des fois, il se faisait de la nostalgie du chignon. Voulant apaiser ses alarmes, dans l'un comme dans l'autre sens, je lui ai dit gaiement. On va te la rendre, plus belle qu'avant, te casse pas la tête. Pour le moment, on la garde au repos et en sécurité chez Pierrot. Les braqueurs, y a vraiment qu'elle qui les a vus assez pour être certaine de les reconnaître. Fred nous ouvrait la porte du bureau. Vous prendrez bien un baby? Le gros et moi avons fait oui de la tête. Vous aussi, maître? Maître Hubert a accepté, lui aussi. On est venu s'asseoir près de lui. C'était le mec froid d'habitude, maître Hubert, et qu'une situation laissait rarement désemparé. Il avait écrasé au cours de sa carrière des coups vraiment monstrueux, d'où sa grande réputation. Mais ce soir, il me paraissait soucieux. Ça boume pas, maître? J'ai demandé. Maître Hubert secouait la tête, sans rien dire. Puis tout d'un coup, il s'est décidé à rouler. C'est une très sale histoire, je dois pas vous le cacher. Une très sale histoire dans laquelle les gens qui nous doivent beaucoup, ceux qui nous doivent le plus, vont nous laisser tomber.
trop heureux pour certains qui donnent maintenant très fortement dans la vertu de se dégager des obligations qu'ils nous ont et que la mort du précédent propriétaire leur semble devoir éteindre. Il avait eu le temps de rien expliquer, Fernand, avant de décambuter, mais j'imaginais bien qu'il n'avait pas pu tenir aussi longtemps tranquille sans des appuis sérieux. Si ça foirait de ce côté, la débandade était toute proche. Le bavard continuait. Une seule plainte déposée au parquet et cette affaire devenue inexploitable ne représente strictement plus que la valeur de l'appartement amputée de l'inévitable amende et, ce qui est plus grave, des dommages et intérêts à verser aux victimes du vol qui, dès l'affaire rendue publique, vont, à quelques-unes près, se porter plaignantes à leur tour. Ça va être épidémique. Et ça va chercher dans les combien tout ça? Fred, qui avait enregistré les chiffres donnés par les clients, entrait juste. 4 scotch bien tassés sur un plateau à bout de bras. À la question du gros, il a répondu en refermant la porte. Aux environs de 15 millions. Pas même la valeur du local, a fait remarquer l'avocat. Ce qui va amener, cet appartement étant désormais la propriété de la veuve de notre client, à ce titre civilement responsable, une saisie sur l'ensemble de la succession. Et nous ne devons pas oublier les ennuis infiniment plus graves que cette histoire peut amener à Fred dans sa qualité de locataire principal de l'appartement. Ça, je suis sûr de morfler. Fred l'avait dit sans amertume, mais il l'avait dit et personne ne mouffetait plus, chacun gambergeant pour son compte aux conséquences du désastre pronostiqué par maître Hubert, et qui devait être, vu la façon dont ce bavard connaissait son affaire, ni plus ni moins totale. Pour Fred, ça devait être la perspective du chum dû et du binge. Pour Hubert, un manque à gagner d'honoraires. Quant au gros, dont je pouvais prévoir à l'avance les réactions, il devait ressentir un chagrin affreux de ne pouvoir tenir la parole donnée à Fernand. On lui avait promis que Loulou pourrait pas fourguer cette tôle, et y avait même pas à en empêcher cette gonzesse, toute tombée de soi-même en quenouille. Moi, ce que j'en pensais, j'aurais voulu l'avouer à personne, et la honte me venait de regarder leurs 3 visages fermés, leurs fronts soucieux derrière lesquels jouaient, sur des idées pas gaies. Alors que j'éprouvais, moi, une espèce de soulagement depuis que maître Hubert avait déclaré l'affaire pas arrangeable. J'essayais bien pour me remettre dans leur camp, de reprendre place à leur côté, d'imaginer ce qu'on pouvait, le gros et moi. Paumés de revenus fixes acquis sans chaleur dans cette catastrophe. Sur les 100 sacs quotidiens que rapportaient 6 mois de l'année cette roulotte, et pardon, tout frais et bouquets payés, il en revenait quand même tous les matins 15 pour Pierrot et 15 pour ma petite paquette. Mais même la perspective de ces 15 raidillards tombant en recta chaque jour à l'heure du petit croissant me faisait pas goder tout à coup. Espérant je ne sais quel réconfort, je me suis envoyé dans la gargue un long trait de whisky. Pour ne pas m'émouvoir à propos d'une affaire d'un tel rapport, pas d'erreur. Fallait que je couvre une maladie. Y a combien en caisse dans cette partie? A tout à coup demandé Pierrot à Fred. 3 millions. C'est-à-dire de quoi démarrer la partie et remettre 2 fois la banque, au cas où des clients en forme feraient sauter la baraque. Incapable de le dire, Fred s'est tiré au téléphone s'informer auprès de Tomate. Maître Hubert ni moi n'avions dit un mot. Nous regardions Pierrot, l'avocat surpris de l'altération de son visage, moi moins, ayant régulièrement vu le gros adopter ce masque lorsque les circonstances le mettaient en posture de jouer les personnages importants. D'une voix sucrée, qui faisait elle aussi partie de son personnage, Pierrot nous livrait le fond de sa pensée. Plutôt que risquer la fermeture et les mistoufles qui en découleraient pour tout le monde, il estimait préférable de rassembler l'osier disponible dans les caisses des 2 parties, et de désintéresser les clients jusqu'à la dernière thune. Et comme ça, il déduisait, on va se tailler en plus une cote d'honnêtes gens. Il s'agit de 12 millions, lui a rappelé maître Hubert. Vous n'en avez certainement pas plus de 3 ici. Imaginons que la même somme puisse se trouver à la péniche. Il vous en manquera encore 6. Vous êtes trop court de moitié. Sans compter que vos caisses étant vides à l'une et à l'autre partie, vous serez incapable de les faire tourner le lendemain. Rien de démonter le gros lorsqu'il se trouvait dans cet état-là. Il a trouvé autre chose instantanément. Faudrait, il a fait, que Loulou, qui est plus intéressé que nous, balance les 12 briques. On la rembourserait petit à petit sur les bénéfices. Les suggestions de Pierrot semblaient pas réjouir l'avocat. Sèchement, il a demandé. Ne croyez-vous pas qu'il serait plus simple de retrouver ces bijoux? Fred revenait, annonçant l'encaisse de la péniche. 2 briques 300.
Le gros, qui avait mal digéré la façon franche dont l'avocat venait de nous traiter de fainéants, faisait la gueule. Ayant aucune opinion et n'ayant rien à proposer, je me suis levé, histoire de me dégourdir les cannes. Dans l'antichambre, plus que dans le bureau où nous avions beaucoup fumé, l'odeur de cette cabane que j'aimais tant s'élevait du tapis épais cloué au sol. De la porte du salon, où la partie se poursuivait, venait un minimum de bruit. Le coup devait se jouer. Il a fallu que je m'approche et prête l'oreille pour entendre une voix annoncer « 17. Rouge impair et manque ». À l'amorce d'un couloir, une mince plaque émaillée en forme de flèche indiquait « téléphone ». Je pris par là, ravi du silence qui régnait dans cette tôle. Le temps de découvrir dans l'annuaire le numéro de Simon, de le former sur le cadran. Et j'ai tout de suite eu des nouvelles de mon pote Varin, qui s'était mieux comporté que je ne l'aurais supposé, c'est-à-dire plus discrètement. Il est entré, a jeté un coup d'œil dans la salle et dans l'arrière-salle, m'expliquait Simon. Puis s'est offert un demi, a demandé les vatères, y est allé, et aussi sec, il s'est tiré casquant, sans rien dire. Son demi, il n'y a même pas trempé les lèvres. De ce côté, tout allait bien, sauf que je m'étais sûrement pas fait un ami de Varin, j'ai demandé. Et l'autre? Simon hésitait à répondre, puis sans doute parce qu'ayant commencé à prendre mon parti, il n'avait pas de raison de varier, il m'a affranchi. Le drapeau noir flotte sur la marmite. Je crains qu'il ne se tire bientôt. Il est coupé à blanc? J'y. Écoute, j'ai fait. Rends-moi service de lui avancer un peu de pognon. Qu'il s'accroche encore un moment. Donne-lui 20 ou 30 sacs, je passerai demain de dédommager. Et je vais essayer. Rappelle dans un quart d'heure. Au bureau, j'avais pas envie de retourner. Entendre le gros Hubert et Fred, ou bien prédire des catastrophes, ou bien y chercher des parades miraculeuses, me disait rien. Dans cette cabine parfumée comme le reste de la boîte, je me trouvais bien. Quelque chose y amenait en tête des idées folichonnes. J'ai cherché quoi et j'ai découvert tout de suite. Le capitonnage de soie des parois, l'applique tamisant de la lumière, lui donnait une allure si galante qu'on avait l'impression de téléphoner d'un lit somptueux. D'image en image, j'ai vécu Florence en tête. J'avais peut-être pas eu raison tout à l'heure de refuser au gros qu'il me la fasse venir à l'appareil. Les mots gentils que j'aurais pu lui dire alors me venaient maintenant à l'esprit. Les gonzesses, lorsqu'elles se mettent à prospecter l'avenir, généralement, ça dure. Qu'est-ce que je risquais à l'appeler? Rien. Sur le tapis qui amortissait le bruit des pas, je l'ai atteint en quelques foulées le bureau. Maître Hubert, dont le visage se marquait d'un agacement proche de la colère, finissait quand je suis entré, une phrase dont le début n'avait pas dû être agréable à entendre pour Pierrot. Je fais cette démarche puisque vous insistez. Mais vous allez de votre côté vous engager à veiller sur la sécurité de ces deux parties, la sécurité des joueurs comme celle du personnel. Le temps seulement que je songe à l'ouvrir et le gros a répliqué, sûr de lui. Max et moi, on s'en charge. Vous, décidez, loulou. Que ça fasse ma balle ou pas, il s'en foutait, le gros. Que je veuille ou non me mouiller dans le fantasia où il s'engageait étourdiment, le laissait indifférent. Il ne se posait pas de questions, lui. J'étais son pote, donc d'accord d'avance. Seulement voilà, c'est que d'accord, je me trouvais pas du tout. Déclarer ici, dans cette pièce qui était parfumée, qu'on allait mettre à la raison tous nos adversaires, c'était la chose la plus facile du monde. Un van innocent, un bruit futile de paroles, mais à l'application, ça allait se traduire par une telle somme de nuits blanches, d'allées et venues, de vacheries à encaisser ou à prévoir, de rafales à envoyer ou à essuyer, que le vertige m'en prenait. Le vertige m'en prenait à la vue du gros qui, satisfait de son van, avait tourné de 3/4 vers moi sa grosse bouille et me gaffait l'air de dire « Hein, t'as entendu ce que je lui ai dit à cet avocat ?» Il avait tellement le goût du malheur. Mais rien pouvait me faire oublier ce qui m'avait ramené si vite de la cabine. « Gros, j'ai prévenu, il y a quelque chose qui ne va pas. Je viens d'appeler chez toi, personne ne répond. T'es sûr ?» J'ai sonné 3 fois. « On y va !» a fait le gros en me mettant comme toujours dans le coup. Seulement toute la différence, c'est que cette fois, j'étais partant. Sans même tenter de sonner, Pierrot venait d'ouvrir la porte. Dans le vestibule, le lustre allumé ne faisait rien présager de bon. Sur les pas du gros, qui avançait avec une vélocité pas croyable, j'ai foncé. Pas plus loin que le salon, bicose la pauvre Marinette allongée de toute sa longueur sur la carpette qui barrait le passage. Sur la table, un jeu de 42 brèmes étalé témoignait qu'elle n'avait pas terminé sa réussite. Quant à Florence, je la voyais nulle part. « Les fumiers !» s'était mis à dire le gros. « Les fumiers !» Tandis que la prenant, lui aux épaules et Mézig aux jambes, on la transportait sur le divan. Elle semblait pas morte, la Gravos,
évanoui seulement. Mais en tâtant sa tête, comme son homme l'avait tout de suite fait, on sentait sous la main une bosse cornaque à un œuf de pigeon, qu'elle n'avait sûrement pas attrapé en heurtant un meuble. À part ce triste spectacle, rien ne paraissait chanstiquer dans la cabane. Connaissant bien les lieux, j'ai dû aller jusqu'au buffet qui y est une rouille de vieux marc qui me semblait, vu sa raideur, bien propre à ranimer une défaillante. Près de sa femme, la main toujours sur sa tête, le gros ne savait que répéter, la regardant. Les fumiers, les fumiers. C'est encore moi qui ai dû, avec le manche de la petite cuillère, décoller les dents que Marinette tenait serrées à bloc, comme si le coup qu'elle avait dégusté sur le cigare les avait définitivement soudés. Maladroitement, comme tout ce qu'il faisait étant ému, le gros, pendant ce temps, faisait couler par saccade le brutal dans la gargue de sa femme, qui a tout de suite réagi. « Elle revient !» j'ai fait. M'éluisant sur les tempes, et sans plus rien m'occuper, j'ai enfilé l'escalier, plus furieux encore que le gros sans qu'il y paraisse, de la façon magistrale dont on venait de se faire envelopper par Florence. Qu'elle soit pas pressée de rentrer chez elle, on comprenait pourquoi. Des Pierrots barrés, tandis que la Gravose, distraite, la croyante au gog, continuait à retourner ses cartons, elle avait dû grimper vite déboucler la lourde de Robert. À eux deux, Marinette, surprise, devait même pas avoir eu le temps de comprendre. Elle s'était retrouvée endormie avant. Les choses auraient pu se passer de cette façon. Mais devant la porte de Robert bien verrouillée, j'ai commencé à en douter. Puis lorsqu'ayant ouvert cette porte, Robert lui-même m'est apparu bien vif et toujours aussi nu, je me suis vu forcé de reconnaître que je me gourais. Du bas de l'escalier, la voix de Pierrot montait vers nous. « Il est tiré ?» il me demandait. « Non !» j'ai fait. Maintenant, je comprenais plus qu'il soit encore là, ce Fia. Dès le moment que la môme s'était cassée, c'est qu'elle est elle-même, ce qui me semblait incroyable, ratatiner la Gravos, soit qu'elle ait, profitant d'un moment d'inattention, alerté ses coquins au téléphone. L'Empalmer, il n'y avait pas de raison pour que ces gens l'abandonnent, pas de raison pour qu'ils nous le laissent sur les bras. Rebouclant la porte de Robert qui n'avait rien dit, crainte sans doute d'écoper d'une nouvelle danse, je suis redescendu. Déjà, Marinette reprenait du teint et les yeux ouverts nous gaffait alternativement. Puis, comme si une force qui l'avait fui regagnait d'un seul coup son gros corps, je l'ai vu se dresser d'une détente de rein et pivotant sur les noix, s'adosser au divan tandis que ses mains se portaient à sa tête. Ça fait mal ? Évidemment, quand tu dérouilles un coup de gommi, ça fait pas du bien. À sa réplique pétardière, on pouvait être rassuré. Marinette allait mieux. Et qui t'a filé ce jeton ? A fait Pierrot. Qui ? Je ne connais pas cette petite frappe. J'aurais pas dû ouvrir, je sais bien. Mais quand il m'a dit police à travers de la porte, qu'est-ce que tu veux, Pierrot ? J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Elle pissait de l'œil maintenant. La réaction peut-être, ou la rage de s'être fait posséder. Avec une patience qu'on reverrait pas de sitôt, Pierrot essayait de l'aider, disant « T'as ouvert, il est entré. Et après ?» Il tenait à la main un calibre énorme. Naturellement, voyant ça, je lui ai retourné ma main dans la gueule. C'est là qu'il m'a collé son feu sur le ventre et puis après dans les reins, et que j'ai dû marcher jusqu'ici, avec à chaque pas l'impression qu'il allait tirer au pas suivant. J'ai vu la môme qui se levait, je l'ai entendu crier, puis je vous ai revus tous les deux. J'étais remonté dire 2 mots à l'Empalmer, lui demander si par hasard, lui qui connaissait tant de choses sur les Volphonies, savait pas l'endroit où il planquerait une gonzesse qu'ils auraient groupée. Ayant été satané à longueur de journée pour un oui ou pour un non, toute envie de battre au naïf ou au discret semblait avoir quitté Robert. Il parlait volontiers. Selon lui, l'enlèvement de Frangine n'était pas dans les travaux habituels pratiqués par cette équipe. Mieux, depuis 3 piges qu'il marnait pour les 2 frangins, il ne gardait pas le souvenir d'une seule souris amenée de force à Neuilly, où toutes les choses secrètes des Volphonies venaient pourtant aboutir. Quand il en vient, elles viennent absolument d'elles-mêmes, il m'expliquait, et pas mécontente de gagner 20 sacs si facilement. Jean le chauffeur va les chercher et c'est lui qui les ramène. Des fois, c'est lui-même qui les choisit, forcément. Comprenant pas le forcément, j'ai demandé « Pourquoi forcément ?» Robert me regardait, franchement surpris, comme le font les gens simples, avertis depuis longtemps d'un scandale, et que l'ignorance des autres surprend toujours. Voyant que j'entravais réellement pas, il m'a affranchi. C'est avec Jean que ces mômes viennent donner le spectacle à Raoul. Il supporte plus que ça à présent. Rapport à son cœur, à ce que disent certains. Il y en a d'autres qu'ils prétendent amputer de la défonceuse. Sans s'attarder aux détails, il réaffirmait. Mais des filles amenées de force, je vous jure que j'ai jamais entendu parler. Il en restait rarement à la villa plus de 2 jours. 3 maximum, des plus inspirantes pour le vieux, sans doute. Il avait réellement rien d'utile à m'apprendre, ce mec. Je l'ai rebouclé. On commençait à rencontrer de curieux personnages sur ce parcours, je pensais.
en descendant l'escalier pour retrouver le gros. Ce mec qui avait le toc de s'amener seul, flingue à la main, au risque de tomber sur le gros, fallait que ça soit un folingue éprouvé et absolument dépourvu d'imagination. Attaque à main armée de nuit, avec violation de domicile et usurpation de fonction, coups et blessures en plus, même avec un bon jury et un pédigré pas trop pesant, ça valait 10 berges de dur à notre époque. 20 ans plus tôt, en y réfléchissant un peu, en éliminant de l'effectif permanent de dingue ceux qui se trouvaient au placard, en vacances ou en déplacement, il aurait été possible de deviner quel branque avait eu la folie de se mouiller dans une entreprise aussi périlleuse. Aujourd'hui, vu la multiplication des sinocs dans le milieu, y consacrer même une minute de réflexion me semblait inutile. Gamberger à cette armée de traîne-lattes prêts à risquer les assiettes pour un tiroir caisse de bougna m'a amené à l'esprit la mise en garde que Patrice m'avait tout à l'heure pas mâché. Le taulier du Pélican n'était pas le pusillanime, ni l'homme à parler pour ne rien dire. En plus d'une régularité que personne n'avait jamais mise en doute, il était doué d'un sens étonnant. Dès que les hommes élevaient la voix chez lui pour échanger des mots qu'on ne doit pas dire, pour faire des reproches qui ne doivent pas se formuler, pour chambrer ou pour faire porter un bada, Patrice pouvait vous dire, sans erreur, si ça allait se solder par l'échange de quelques tournées, ou au contraire de quelques chargeurs. Je l'avais jamais vu se gourer. Il n'y avait pas de raison qu'il ait perdu son flair. Je l'ai appelé. L'accueil était meilleur qu'une heure plus tôt, mais certain d'avoir agi au mieux, Patrice s'excusait pas de cette foutue en pétard. Ne souhaitant ni gêner son négoce ni sa délicatesse, j'ai voulu formuler moi-même les questions de façon qu'il puisse répondre, sans que nul, près de lui, n'entrave. On m'attend toujours, j'ai fait. Non, il s'est tiré il y a une demi-heure, sur un coup de tube. Il s'agit d'un seul mec, je le connais. Patrice parlait bas, mais franchement. Sûrement que tu le connais, c'est Fredo Pilou. Comme il me paraissait au courant de ton rencard chez moi avec Pierrot, j'ai pas pu dire que tu venais pas. Il était seul, j'ai insisté. Quand il est passé devant la porte dans sa tire, il était seul. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Studebaker, noir. Dis, s'il revenait et qu'il te demande encore, dis-lui que t'en sais pas plus. Et merci, mec. S'étant dit l'essentiel, on a coupé en même temps. Que ce soit par amitié ou bien par un désir de tranquillité que je comprenais, que ce soit pour préserver ma viande ou bien les glaces de son troquet, Patrice était conduit avec beaucoup de sagesse. Fredo, ça n'évoquait rien pour moi ce blaze. Et pourtant valait mieux que je me fasse une idée précise du mec que c'était. Puisqu'il semblait décidé à m'approcher, j'aimais autant pouvoir le retapisser avant qu'il y ait trop de dégâts. C'est par une gonzesse que je suis retombé dessus. Nénette d'Aubervilliers, une valseuse incroyable, gentille môme, que tout le monde avait bien connue et fait guincher au tourbillon, rue de Tanger, avant justement que Fredo, qui était lui de Gentilly, l'emballe par un bossoir qu'il risquait ses premiers pas dans le coin. Du coup, il se replaça recta dans mon souvenir, le pilou Fredo, sous ses différents aspects. Je le revoyais d'abord, tournant la valse la nénette dans les bras, en combinaison bleue de mécano, fraîche repassée, dont les bretelles tranchaient net sur le chandail blanc à col roulé, et avec, sur la tête, la grivelle torpedo claire, citranche, bouton au centre, posé le biais sur les tifs noirs, eux-mêmes effilés en boule au rasoir. Je le revoyais ensuite dans une partie de passe proche de la porte d'Anières, où il avait pris ses habitudes, roulant avec un acharnement constant et bien entendu des bonheurs diverses. Il portait à ce moment-là un costard bleu rayé d'un fil blanc et un borsalino gris clair avait remplacé la def. Une limace de soie avait pris la place du chandail de grosse laine. Et puis, à Montmartre, où tout le monde finit bien par échouer un jour, on avait commencé à parler de lui et à l'apercevoir en compagnie d'hommes qui donnaient pas leur estime à n'importe qui. Même, maintenant que je me le rappelais parfaitement, en dépit des mauvaises manières qu'il semblait vouloir prendre à mon égard, j'avais, à part ce grief précis, rien à dire contre lui. Comment il était ton mec? J'ai demandé à Marinette en revenant. Elle essayait de se souvenir, de trouver des détails frappants. Ça fait un moment que je lui demande, a dit Pierrot. Elle se rappelle rien, et tu serais peut-être plus vénère que moi. Furieux, il s'est tiré au téléphone. Plus sonné qu'il n'y paraissait, Marinette. Fallait qu'on l'aide à se souvenir, comme l'avait fait tout à l'heure, gentiment, le gros. Quelle taille il avait? Ah, rien plus petit que toi. J'ai pu le gifler à bonne hauteur. Brun ou blond? Brun, très brun, sans coiffure. Ayant pas vu le pilou depuis un bail, je pouvais pas me rendre compte s'il avait laissé au magasin des accessoires ses borsalinos flamboyants. J'ai demandé encore. Les yeux, t'as remarqué? Oui, t'as raison. Des yeux bleus, plutôt méchants, ça me revient. Les yeux bleus, les tifs noirs, la taille, il pouvait s'agir de Fredo, ou bien il y avait de la coïncidence. Tu vois qui c'est? M'a fait la grosse.
Absolument pas, j'ai répondu, étant sûr de rien. Pierrot revenait du téléphone, se frottant les paluches. Je viens de causer à Loulou. Pour le pognon, c'est d'accord. Phil demande seulement qu'on vienne escorter Maître Hubert, qui s'en ressent pas pour transbahuter 12 briques dans sa serviette en pleine nuit. J'ai dit qu'on arrivait dans 5 minutes. Que t'arrivais, j'ai rectifié. Moi ce soir, je tiens pas à me montrer dans le secteur, ni de face ni de profil. Je suis un peu tricard dans ce quartier-là. Récupérer la Simca de la môme pouvait, je crois, se tenter sans imprudence. Les Condés ne la connaissaient pas, et l'équipe d'empétardés qui nous maltraitait, je les voyais mal en putant d'un bonhomme leur effectif déjà réduit, uniquement pour surveiller 7 tirs qui pouvaient, tout aussi simplement, se trouver abandonnés. Et puis j'estimais leur propice. Sur la rue de Pigalle, la place même et les rues adjacentes, les enseignes donnaient plein feu. Me faufilant parmi la trêpe qui grouillait ferme, j'ai pu constater que, du côté flicaille, on me dégageait la piste pour un moment. Renonçant sans doute à la clientèle de marque, Varin et son pote descendaient vers le quart de la rue Bruyère, encadrant 2 paumés qu'ils venaient, on pouvait le penser à la mine de ses croix, de sauter en flagre, tapant la carte postale obscène, ou bien rabattant pour les demi-clandés à touristes qui fourmillaient dans le coin. Dans l'intérêt de Pierrot aussi, je préférais qu'il s'écarte quelques minutes de là, ces Condés. Il devait s'y trouver au camp Picot, le gros, et prêt peut-être déjà à en repartir. Toujours circonspect, j'ai abordé la rue Frochot où se trouvait rangée la tire de la môme, en petit promeneur à œil vif. Sauf les filles, encore pleines d'optimisme et d'entrain à ce moment-là de la nuit, et qui croisaient de porte d'hôtel en porte d'hôtel, je ne voyais personne stationné de façon suspecte. Effectivement, j'ai pu, sans contrequart, monter en voiture, lancer le moulin encore tiède, puis me casser de là. Sans ces truffes qui m'avaient malicieusement emmêlé les pare-chocs de leur charrette et qui commençaient à s'incendier au carrefour de la rue de Douai, j'aurais filé droit devant moi. Prévoyant qu'avant 3 minutes, toutes les voies allaient se trouver bloquées, j'ai viré à droite alors qu'il en était encore temps. Il me faisait passer devant le camp Picot, ce changement d'itinéraire. Mais je préférais encore ça à l'immobilité de l'encombrement dans cette voiture claire qui attirait le regard comme une mouche dans du lait. Fatalement, comme je ne tenais pas à ralentir devant cette tôle, et que je me préparais au contraire à enlever un brin d'allure, la voiture qui précédait celle que je suivais s'est bloquée pile à 10 mètres de la porte. Je m'étais mis en dedans de moi à le traiter de tous les noms, cet emmerdeur, et j'ai continué de plus belle après l'avoir regardé. Lui, et surtout ce petit fumier de chauffeur de bahut, que la bande Velpo enroulée autour de son crâne sous la casquette me permettait sans erreur d'identifier. Ce petit increvable auquel j'avais, dans une soirée, fait tâter de la crosse de mon magnum, et que je retrouvais déjà gaillard, en voyant le doute à tout va au conducteur de la Stude noire, qui ne pouvait être que Pilou, et lui désignant par des gestes faciles à interpréter la direction qu'avait dû prendre gros Pierrot et sa frégate, Maître Hubert, sa serviette et les 12 briques. La Stude est partie en flèche, laissant sur place le petit chauffeur que j'ai, de peur que mon regard n'attire le sien, éviter de gaffer au passage. Dans la voie de Pilou, sans qu'il puisse se méfier encore, je suis parti bon train. Il y avait, sûr, entre Pigalle et la rue de Courcelles, un point que nul ne pouvait prévoir et où les gonciers au sommeil léger allaient se trouver éveillés en sursaut, les autres aussi peut-être. Sans pessimisme, et à mon humble avis, pour l'opération mort subite, c'était un peu au chronomètre. Je pouvais plus douter d'avoir affaire à Pilou désormais. Passant le torse au travers de la portière, il venait d'incendier un chauffeur d'autocar dont la manœuvre pour se ranger, place Pigalle, durait un peu trop au gré de son impatience. J'ai pu détailler son profil, entendre sa voix au timbre arrogant, me le remettre enfin parfaitement en mémoire, éliminer ce flou dans le détail que laisse toujours le souvenir. Je l'avais même vu de face, une très courte fraction de temps, lorsque, voulant dégager ses roues, il avait tourné la tête vers l'arrière pour reculer de 2 mètres. C'était miracle qu'il ne m'ait pas aperçu. Mais dans son petit crâne de brutal, l'idée de poursuite devait avoir tout envahi, tout bloqué, reportant l'univers perceptible uniquement à l'avant de son capot. J'avais rien à lui envier sur ce plan, au mec. Et je m'étais moi aussi, soudain, muet en une sorte de bête mécanique, dans le cigare de laquelle 2 pensées alternaient en forme de question. Combien Pierrot avait-il d'avance sur nous? La môme avait-elle été emballée par Pilou dans cette voiture? Et c'est même, faut l'avouer, cette dernière pensée qui primait. Avec les ralentissements qu'imposaient encore à cette heure sur le boulevard de Clichy, et les plantes déboîtant brusquement des files de voitures en stationnement, nous allions assez vivement déjà, Mézig accroché à une 30aine de mètres. Elle devenait excitante, cette courette. Passer la place Clichy,
Pilou s'était arraché de l'asphalte, telle une fusée, et j'ai dû, démarrant moins vite que lui, m'employer à fond pour tenir. À 100, comme des papes, on a coupé la rue de Rome, et notre passage en vitesse place Villiers a dû être un peu saisissant. Si je n'avais eu près de moi, sur le coussin, mon magnum, le chien déjà armé, j'aurais pu croire participer à une de ces poursuites joviales de conducteurs à un brin chargé en tisane, qui prétendent se prouver les qualités de leur mécanique en profitant de la voie libre. Pour empêcher ce mec de bien distinguer dans son rétroviseur que je le suivais, je m'étais mis à rouler plein phare, me maintenant à grand-peine à 20 mètres en arrière de lui, un peu décalé à droite par rapport à son axe. Mais il semblait l'ignorer et, préoccupé uniquement de foncer, n'avait vraiment rien à foutre de moi. Devant nous, l'avenue de Villiers, que le gros avait dû emprunter, semblait vide, sauf au loin, passer la rue Jouffroy. Le petit clignotement d'un feu arrière qui pouvait être, vu à cette distance, celui de la frégate, à l'allure que menait l'autre dingue avant Pereire. On allait être sur lui. En attaquant la place Malherbe, cette ordure a encore trouvé des ressources pour me lessiver de 15 bons mètres. Peut-être commençait-il à renifler quelque chose de suspect. Le petit gars sur son scooter a freiné trop tard au débouché de la rue Cardinet. Le temps qu'il cesse de penser à la greluche qu'il devait venir d'accompagner et aux délices qui avaient dû enchanter leur soirée, Pilou l'avait déjà propulsé vers le trottoir d'un coup d'aile franc, sans dévier d'une ligne pour l'éviter. Je suis passé moi-même avant qu'il ait le pauvre môme, encore atterri avec son engin, juste aux 3/4 de la trajectoire qu'il décrivait. Plus puissante au moteur, l'astude me barrait à l'arraché. Plus lourde, elle freinait également plus vite que je ne pouvais le faire. La quarantaine de mètres que j'avais maintenant dans la vue m'a drôlement été nécessaire pour que j'emplâtre pas ce foldingue, lorsque, coupé rue Jouffroy par un bahut connard suivi d'une camionnette paisible, il a dû planter son engin sur la chaussée, dans un miaulement de pneus déchirant. Cette fois, il m'avait remarqué et me regardait arriver, tourné franchement, les yeux plissés pour vaincre l'éblouissement de mes phares. Contrairement à son attente, je l'ai prise à droite, de très près, bien en main, en mourant sur ma lancée, la seconde déjà passée, prête au bond. Un instant, j'ai pu, en me penchant, toucher son pneu arrière du canon de mon flingue. C'est là que, me souvenant des conseils de Pascal, j'ai tiré ma première bastos. Puis, emballant le moulin et décrochant ferme à droite, je lui ai placé les suivantes au mieux, à la vitesse que me permettait le mécanisme de l'arme. 3 encore dans le pare-brise à hauteur de sa gueule et la dernière dans le boudin avant. Après, j'ai appuyé à fond et au premier carrefour, bifurqué sagement et adopté la petite allure du gogol pince en rut, à la recherche d'une greluche attardée mais vulnérable au prestige des carrosseries claires. Depuis peu, sans doute, le gros, Maître Hubert et l'Artiche étaient rendus à bon port. À 100 mètres du porche de la partie, je venais de localiser la frégate. Avant 1 heure, tous les caves, indemnisés, auraient oublié leur mésaventure. Et s'ils s'en souvenaient encore, elle n'apparaîtrait plus bientôt qu'un épisode de leur existence, extrêmement excitant à raconter, qui venait vite en se fixant. Le jour où les gangsters nous ont dépouillés. Pour l'instant, je rabattais sur Pigalle, dire 2 mots au petit loche à la tête bandée. Sa façon de planquer à la lourde du camp Picot et de télégraphier les coups me convenait pas d'abord. Et ensuite, ayant été le premier chargé de transbahuter Florence, il devait se souvenir de la destination. M'avait-il aperçu lorsque je prenais la roue de l'Astude? Se trouvait-il occupé ailleurs, à quelque malfaisance? Le certain est qu'il avait ripé. Total, j'avais pris le risque de revenir dans ce coin pour que dalle. J'ai pris du large, contrarié, mes bonnes pinces, sans éveiller l'attention de personne. En consolation, il me restait encore Samy à me mettre sous la dent. Trouver ouvert de nos jours, vers les 3 plombes du mat, un troquet où vous soyez avec certitude, anonyme et dont la clientèle se révèle pas trop débectante, faut pas plus y compter que sur un coup de 3 gagnants à Vincennes. C'est tout aussi improbable. Et pourtant, j'ai trouvé tout ça réuni dans le tabac où j'ai enfin enquillé face à la gare des marchandises. C'était tout laitier au comptoir, des gonzes balestes, mais paisibles que j'avais pas de raison de connaître, et le demi que l'Auvergnat du Zinc m'a tiré se laissait boire. Même les saucissons pendus à une console au-dessus de la caisse semblaient de bonne origine. Et sans la portion de lapin que j'avais descendue chez Simon, j'y aurais sûrement touché, peut-être bien uniquement par curiosité, comme il arrive qu'on le fasse la nuit pour certaines nourritures. Je les trouvais reposants à regarder, ces mecs pas bileux, cassant la graine en silence avant le boulot, discrets mais pas tristes, plutôt marrants même, surtout avec une gonzesse qui m'organait parmi eux au comptoir, une nommée Lucie à ce que j'entendais, qui devait être leur providence, et capable, vu son gabarit, de turbiner à l'avantage, même chez les hommes forts, comme c'était le cas. J'ai bu mon demi, puis un autre, en proie à ma vicieuse manie des pourquoi et des comment,
Et puis, ayant brusquement l'impression que je gâchais un temps précieux, je me suis muni d'un jeton et j'ai été au téléphone. L'Arménouche, si je voulais le revoir, fallait rabattre sans retard, me demandait Simon. Armé les 20 sacs qu'il s'était laissé avancer, le Sami venait de réussir une remontée foudroyante et se trouvait maintenant gagnant du double. Devant un tel retour de forme, il y avait de fortes chances que ses adversaires, écœurés, lèvent la partie avant peu. De chez Simon, je m'en trouvais à pas plus de 10 minutes. Quand même, par surcroît de prudence, j'ai dit, espérant ainsi freiner la décarade des flambeurs. Offre-leur une tournée générale à ces hommes, je te la casquerai avec le reste. Le combiné encore en main alors que j'allais raccrocher. J'ai par la porte vitrée de la cabine jeté un coup de sabord dans la salle. Déjà, le taulier au verre peint ôtait du zinc ma seconde chope à demi pleine encore. J'ai parnolé, j'avais plus soif. Par son geste, et sans en avoir certainement eu l'attention, ce manzing me confirmait ce que je ressentais depuis mon arrivée dans sa tôle. Il n'y avait pas de place pour moi parmi ces gens tranquilles. C'était Gracchus raconte, lisant du Simonin. Grisby, Arnold Grisby. Ouais. On se voit la semaine prochaine. À tantôt.